Et donc c'est une bonne chose d'étendre le mécanisme dit ibérique, parce que toutes les analyses montrent que ça va permettre partout de baisser le prix de l'électricité et consolider la baisse du prix du gaz. Il y a deux aspects techniques que la Commission va regarder dans les prochaines heures et prochains jours, qu'elle a commencé d'instruire. D'abord, le modèle dépend en fait de votre propre système de production de l'électricité. Et donc les pays payent diversement selon qu'ils produisent beaucoup d'électricité à partir de leur gaz ou non. Et donc ça crée des mécanismes de transfert entre les pays européens qu'il faut pouvoir corriger. Et donc il faut qu'on ait de la transparence là-dessus et qu'on crée des mécanismes de correction entre pays européens. Le deuxième inconvénient, c'est que ça conduit aussi quelque part à sponsoriser, à financer de l'électricité un peu moins chère, qui pourrait être utilisée compte tenu de l'intégration de nos marchés électriques par des non-européens, par exemple la Suisse ou la Grande-Bretagne. Et là, il faut pouvoir corriger les effets de fuite externe. C'est un sujet très technique, mais qui suppose une pleine transparence et donc des mécanismes techniques pour le corriger. Ce qui fait que dans les prochains jours, la Commission sortira un travail qu'elle est en train de conduire, ce qui permettra à nos ministres de finaliser, je l'espère, une décision immédiate, en tout cas une décision très prochaine. Ça, c'est un mécanisme qui est très fort et qui va nous permettre à moyen terme, court moyen terme, de baisser le prix de l'électricité, en plus de ce qu'on fait sur le prix du gaz. Nous avons aussi consolidé la décision actée à la sortie de l'été de réformer le marché de l'électricité européen. Et ça, dans la durée, c'est ce qui est le plus structurel pour nous, en particulier en France, puisque, comme vous le savez, les coûts de production de notre électricité n'ont que très peu de choses à voir avec le prix du gaz. Mais la structure aujourd'hui de notre marché électrique fait que le prix du gaz surdétermine le coût de l'électricité pour tout le monde. Cette réforme, nous l'avons réaffirmée politiquement cette nuit, et donc elle sera parachevée techniquement par la Commission pour la fin d'année, début d'année prochaine, mais il y aura ensuite un processus législatif qui va cheminer, ce qui fait qu'elle sera une réalité plutôt au deuxième semestre 2023. C'est pour ça qu'il faut un mécanisme pour arriver juste là. Pardon d'être un peu long et technique, mais c'est pour essayer de rendre clair ce qui est très compliqué, mais qui touche la vie de nos compatriotes et de nos entreprises. Et c'est absolument essentiel. Donc tout ça, c'est ce que nous avons acté, décidé, et nous avons bâti l'unité cette nuit. C'est ce qui va permettre du coup à la Commission européenne et au Conseil européen, en particulier donc à nos ministres, de pouvoir prendre toutes les décisions dans les jours et semaines à venir pour mettre en œuvre ces mécanismes. Mais à elles seules ces décisions, ont envoyé un message très clair au marché. Ils vont être de nature à réduire la spéculation et, je le pense, à faire baisser les prix, comme on l'a pu le constater ces dernières heures. À côté de cela, je vous l'avais dit aussi, nous avons besoin d'une unité européenne en matière de solidarité financière. Pourquoi ? Parce qu'on prend tous des décisions pour protéger nos compatriotes et nos entreprises. C'est un coût budgétaire. Une partie de ce coût est pris grâce à ce mécanisme de taxation européen que nous avons décidé et qui revient à chaque État. Mais les coûts sont importants et risquent de créer des inégalités entre États membres. C'est pourquoi nous avons aussi acté, dans le même principe, de donner mandat à la Commission et aux ministres d'avancer sur des mécanismes européens de solidarité financière, qui pourront être soit des mécanismes de prêt ou de garantie. C'est à la Commission qui déterminera le mécanisme le plus pertinent. Elle travaille là sur l'utilisation de mécanismes de prêt comme nous l'avions fait au moment de Repower EU. Il y a aussi la possibilité d'avoir des mécanismes de garantie, comme on l'avait fait au moment de la crise Covid, avec ce mécanisme, vous savez, SURE, qui permettait de garantir les choix des États membres sur leur politique, justement, d'accompagnement du travail à temps partiel et du chômage partiel. Et donc, en tout cas, nous allons mettre en place ces mécanismes-là aussi dans les prochaines semaines pour permettre de tenir la stabilité financière et l'unité financière en Europe. Voilà l'essentiel de ce qui s'est passé cette nuit, après donc l'accord que nous avions trouvé avec le Portugal et l'Espagne. Et à mes yeux, ceci permet vraiment d'abord de remplir les objectifs que la France s'était donnés à court terme, baisser les prix et tenir l'unité européenne. Et je pense que ces décisions vont dans le bon sens. Elles permettent de traiter l'urgence pour notre compétitivité et pour protéger nos économies. Mais elle est cohérente avec aussi notre objectif plus large, qui est, je vous le rappelle, pour la France,
de tenir à la fois nos objectifs climatiques, nos perspectives de réindustrialisation et notre volonté de souveraineté européenne. C'est pourquoi, au-delà de ces mesures de court terme, c'est très cohérent avec ce que nous avons décidé, y compris avec la péninsule ibérique, notre volonté est d'aller le plus vite possible vers une Union européenne comme un continent tout électrique, ce qui est la manière de répondre à ces objectifs de la façon la plus pertinente. À cet égard, et de manière incidente, je veux ici dire très clairement et vous annoncer que la France a décidé de se retirer du traité sur la charte de l'énergie, ce qui était un point important demandé par beaucoup que nos services ont pu instruire, et donc je voulais aussi vous annoncer cette décision. La matinée a été consacrée au sujet géopolitique. Sur l'Ukraine, nos échanges ont été denses. Alors, nous avons eu d'abord une visioconférence avec le président Zelensky hier, puis ce matin entre États membres. Et là-dessus, nous avons rappelé notre totale solidarité avec l'Ukraine. Nous avons marqué notre unité, notre détermination à poursuivre notre soutien sans faille dans la durée et sur tous les plans. Et à cet égard, nous avons pris ces dernières semaines des décisions très structurantes. S'agissant des sanctions, des mesures ont été prises contre des responsables iraniens qui ont participé au transfert à la Russie de drones employés contre l'Ukraine, ce qui est un signal important. Et donc il y a eu, en particulier hier encore, des sanctions additionnelles sur ce plan. Sur le plan militaire, nous avons décidé du lancement d'une mission européenne pour former les soldats ukrainiens. Elle a été actée lundi. La France y participera activement en formant 2000 soldats ukrainiens sur notre sol. 500 millions d'euros supplémentaires vont être engagés afin d'aider les forces ukrainiennes avec les équipements dont elles ont besoin et de maintenir le niveau de leur capacité dans le cadre de la Facilité européenne de paix. J'ai par ailleurs, comme vous le savez, annoncé la semaine dernière que la France livrerait de nouveaux matériels, à savoir des systèmes de défense anti-aériens, et travailler à la livraison de canons César supplémentaires. Sur le plan financier, notre soutien ne faiblit pas là non plus. Nous avons aussi marqué notre détermination à soutenir la reconstruction de l'Ukraine. La conférence organisée par l'Allemagne et la Commission européenne se tiendra à Berlin le 25 octobre et permettra d'avancer à cet égard. Et nous devons nous organiser collectivement pour répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine, plus encore pendant la période hivernale. Et donc nous aurons à prendre, dans les prochains jours aussi, des mesures supplémentaires pour aider à la résistance civile ukrainienne, car on le voit bien, il y a une stratégie russe de détruire méthodiquement ses capacités de résistance et les infrastructures civiles essentielles pour l'hiver. Nous continuerons également notre mobilisation contre l'insécurité alimentaire mondiale causée par la Russie et la guerre qu'elle a initiée, en particulier en intensifiant notre action en matière de transfert d'alimentation et d'engrais vers l'Afrique. C'est l'initiative Save Crops que nous avons lancée en septembre, comme vous le savez, à New York. Le changement de nature du conflit s'incarne également par les menaces contre les infrastructures critiques pour l'Union européenne. Nous en avions parlé à Prague et la Commission a présenté mardi une recommandation pour renforcer nos outils internes et veiller à la résilience de nos infrastructures. Et je veux ici dire que nous soutenons pleinement ce travail et nous devons avancer rapidement. Nous avons également insisté sur la nécessité de nous mobiliser pour aider la Moldavie, qui subit aussi de plein fouet les conséquences des attaques de la Russie contre l'Ukraine. Et à ce titre, nous tiendrons en novembre une conférence de soutien à la Moldavie et j'ai invité la présidente Maia Sandu à se rendre à Paris. Elle sera à mes côtés pour justement organiser cette conférence de soutien à la Moldavie à Paris. Enfin, nous avons fait un très long point sur nos relations avec la Chine. Je pourrais y revenir dans le cadre des questions si vous le souhaitez, mais nous avons eu 3 heures de débat très intense pour expliquer au fond ce chemin que l'Europe veut pouvoir suivre avec la Chine, sans naïveté, mais en ayant toute autonomie quant à sa liberté de choisir le chemin qui lui est propre. Et donc nous restons dans la même grammaire de position que nous avions définie il y a quelques mois, compétiteurs sur le plan commercial et technologique, avec une rivalité stratégique en particulier sur le plan des valeurs, mais aussi la nécessité d'avoir un partenaire et d'avancer sur des sujets comme le climat et plusieurs autres biens communs. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est ressorti de ces 3 heures de discussion, c'est maintenant l'unanimité sur la nécessité d'avoir une autonomie stratégique européenne. Et cette notion que je défendais il y a 5 ans, que nous avons
endossé pleinement au sommet de Versailles il y a quelques mois, qui je trouve se renforce pendant cette guerre que nous subissons sur le sol européen, se confirme encore plus dans la durée et quand on élargit, si je puis dire, le regard qu'on porte sur le monde. Nous avons besoin d'une autonomie stratégique et notre politique, en particulier à l'égard de la